fera pas. Non, ah. Pousse pas. Non, non, laisse-moi passer devant. Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer en premier, tu verras. Laisse-moi entrer en premier, vas-y. Salut mon adjudant, désolé de vous surprendre, mais elle m'énerve. J'ai envie de lui faire entendre raison. Je ne vous dérange pas? À votre avis, c'est pas comme s'il était 9 h du soir, hein? Ouf, ça va, je ne vous dérange pas. Et puis, arrêtez de me regarder avec autant de nervosité là, vous me mettez mal à l'aise. Mais, et de qui vous parlez là? Bah, de ma sœur, voyons. Une sœur? Vous avez une sœur, Belgio? Oui, je suis là. Pousse-toi, frérot. Monsieur l'adjudant, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Charlotte. J'adore vos vidéos, même s'il n'y en a pas encore beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de rencontrer la famille. Hein, Belgio? Mais, oh, je t'ai dit d'attendre derrière. L'adjudant, il faut lui parler calmement. Oui, enfin, c'est surtout vous, Belgio. Enfin, maintenant que vous êtes là, dites-moi ce que vous voulez. Mais faites vite, hein, s'il vous plaît. Ma chère sœur me force à vouloir vous présenter un sujet pour que vous en parliez dans une vidéo. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Mais tu vas me laisser expliquer? Bien sûr que ça l'intéressera, c'est en lien avec la guerre. Mais ça ne parle pas d'explosion, de combats intenses pour la gloire et l'honneur. Nous sommes une chaîne de guerre et une chaîne de bonhommes. Y a pas que ça dans la guerre. Toi avec tes stupides films et tes jeux vidéo qui t'ont tourné la cervelle. Ah oui? Et toi, ta cervelle est tellement petite que tu dois garder la tête droite afin qu'elle ne tombe pas par ton oreille. Ah bon? Bah tiens, regarde. Hé, tu vois quelque chose qui tombe? Bah c'est normal, cela fait des lustres qu'il a glissé par tes oreilles. Donc ça... Vous allez cesser tous les deux? Vous allez me dire de quoi vous voulez parler, s'il vous plaît? Et faites vite! Vous avez 30 secondes avant que je vous fasse partir en hurlant. Laisse-moi lui expliquer, cher frère. Fais gaffe, Charlotte. Je n'aime pas quand il a ce regard. Monsieur l'adjudant. Tom. Tu peux m'appeler Tom. Oh, l'autre. Je sais que vous parlez de la guerre, des combats, de la prise de fort et des armes sur votre chaîne. Cependant, il y a un thème qui n'est jamais abordé dans les vidéos sur la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais vraiment que vous en fassiez un sujet d'explication, surtout que ça nous touche tous personnellement. Je vois. Et donc vous venez chez moi, tard le soir, pour me proposer comme ça un sujet de vidéo. Bon, de quoi voulez-vous parler? L'histoire de mes grands-parents, des vôtres et de beaucoup d'autres. La fuite des villageois pour éviter les Allemands. Ah oui, l'Exode. De la religion? Tu ne m'as pas parlé de religion, Charlotte? L'Exode, oui. C'est le nom qu'on a donné à cette histoire. C'est en rien un rapport avec la religion, Belgio. C'est l'histoire vraie des civils qui ont fui la guerre à pied vers la France. Oui, enfin ici, l'Exode, c'est un terme qui vient de la Bible. Mais c'est vrai que mes arrière-grands-parents ont fui la Belgique en 1940. Ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, c'est vrai. Regardez, j'ai même retrouvé le carnet de notes de grand-mère qui explique les horreurs qu'elle a vécues avec sa famille. Vous pourriez en parler, s'il vous plaît? C'est un sujet qu'on doit rappeler aux gens. Oh, le con. Il va accepter. C'est d'accord, Charlotte, tu m'as convaincu. Mais je te préviens tout de suite, hein, c'est un sujet qui est quand même assez épineux et qui est encore dans l'actualité. Mais une bonne piqûre de rappel, je pense que ça fera pas de tort. Oh, merci. T'as vu, je t'avais dit que c'était un sujet important. Ouais. Tu l'as encore envoûté avec tes grands yeux marrons. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire, mon adjudant. Mais vous allez le voir, vous inquiétez pas. Venez, vous allez m'assister pour faire cette vidéo. Quoi? Moi? Oh, c'est trop gentil. Je vous aiderai avec plaisir. Comment? Mais et moi? Oh, je vais rester aussi alors. Elle va tout gâcher car elle ne sait pas comment on fait les interventions dans les vidéos. Je vais la surveiller. Chers viewers, voici la 5e vidéo du premier chapitre du Livre Rouge, l'Exode de 1940. Salutations les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Bienvenue pour ce 5e et dernier épisode du premier chapitre du Livre Rouge, un épisode que je vais présenter avec la famille du sergent Belgio, dans lequel je vais vous parler de l'exode de 1940, c'est-à-dire la fuite des Belges, des Hollandais, des Luxembourgeois et des Français qui ont essayé de fuir l'invasion de l'armée allemande. Ah, je dois parler à la caméra. Eh bien, salut les viewers. Je m'appelle Charlotte. Je suis la sœur jumelle du sergent Belgio. Et C'est votre sœur jumelle en plus? Je sais, mais on ne se ressemble pas du tout en plus. ne vous inquiétez pas, mon adjudant. Il est juste jaloux que ça soit moi qui ai hérité des gènes de la beauté.
mais pas de l'intelligence. Ah, je sens que ça va être chouette cette vidéo. Pour ce dernier épisode, je vais vous parler de l'un des plus grands mouvements de foule du XXe siècle. Un sujet sensible, étant donné qu'il fait encore l'actualité en ce moment. Nous allons vous parler de l'exode de 1940, la fuite des civils pour échapper à l'invasion des Allemands. Quoi? Non, je n'ai rien à dire, je ne fais que surveiller. Pour désigner ce grand mouvement de foule, on lui a donné le nom de Exode. Mais la première chose à se demander, c'est d'où vient ce terme Exode. L'Exode est en réalité un livre dont l'écriture est traditionnellement attribuée à Moïse. La datation de celui-ci n'est pas très précise, entre le 16e et le 12e siècle avant Jésus-Christ selon la tradition juive, et entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ pour les historiens. Ce livre raconte la fuite du peuple juif d'Égypte, où ils étaient traités comme des esclaves par le pharaon de l'époque. On y retrouve donc Moïse, adopté et élevé à la cour royale égyptienne, avant de s'enfuir après avoir été accusé du meurtre d'un Égyptien. Il reviendra plus tard sur la terre des pyramides à la suite de l'histoire du buisson ardent, où il rencontra Dieu qui lui commanda de libérer les Israélites. La suite, on l'a tous déjà entendu une fois, les 10 plaies s'abattent sur l'Égypte, et le peuple israélite est chassé dans le désert du Sinaï après avoir traversé la mer Rouge à pied. Mais oui, la fameuse mer qui s'est écartée devant le peuple israélite. Bref, on a repris ce terme d'exode pour désigner la fuite des populations belges, hollandaises, luxembourgeoises et françaises, car l'ampleur du mouvement de foule était telle qu'elle prenait des proportions bibliques. Merci beaucoup Baptiste. Pour traiter de ce sujet qui est quand même assez délicat, nous avons décidé de découper cette vidéo en 3 parties. Première partie, nous allons voir l'état d'esprit des civils en mai 1940. Deuxième partie, nous connaîtrons l'enfer qu'ont connu ces civils sur les routes. Et troisième partie, nous allons parler de l'horreur du retour chez soi au village. Pour aborder ce premier thème, nous allons d'abord nous poser la bonne question. Pourquoi est-ce que les civils ont dû fuir de la sorte? Quelle question? C'est la guerre, bien entendu. Y a plus que ça, idiot. En effet, Charlotte, depuis l'aube des temps, dès qu'il y a eu des guerres, il y a forcément eu des mouvements de population. C'est normal, hein, les civils, les femmes et les enfants n'ont pas envie de se retrouver en plein milieu d'une bataille entre des militaires. Mais ici, en mai 1940, ça va prendre une proportion incroyable pour l'époque, tant au niveau de l'intensité qu'au niveau du nombre des réfugiés. Pour rappel, depuis le 1er septembre 1939 et l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, ce qui va lancer la Deuxième Guerre mondiale, il règne en Europe de l'Ouest un climat de tension de la population. Ici en Belgique, un pays qui avait gardé sa neutralité, la population ne savait pas trop sur quel pied danser. En effet, malgré la neutralité de la Belgique, l'armée est mobilisée et les soldats vont donc se préparer au combat. Mais avec la drôle de guerre qui va arriver et ces longs mois où il ne va rien se passer, la tension va toujours être persistante. En Belgique, on ne sait pas si l'Allemagne va envahir notre région et surtout quand. Arrive alors cette journée du 10 mai 1940. L'Allemagne nazie lance ses armées sur la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ce qui va créer les premiers mouvements de foule. Mais bon, pour connaître l'histoire de cette campagne, je vous renvoie à mes précédentes vidéos du chapitre 1. Malheureusement, ces premiers mouvements de foule vont créer une sorte d'effet boule de neige en Belgique, ce qui va encore augmenter la tension et faire en sorte que les premiers problèmes vont arriver. Charlotte, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit ta grand-mère dans son carnet? Oui. Alors, ici, à la date du 11 mai 1940. Les nouvelles sont mauvaises. Le fort d'Eben Emael est tombé et l'envahisseur écrase tout sur son passage. Nous avons peur. Les bombardements se rapprochent et les gens en panique dans les rues nous disent que les Allemands sont violents. Papa et maman préparent les valises, on doit partir. C'est un témoignage qui est quand même bouleversant, mais qui est assez révélateur de l'état d'esprit de la population belge à l'époque. La guerre, ça amène la peur. Ça amène la peur surtout de la mort ou des graves blessures, amenées par les bombardements, amenées par les balles perdues. Et puis, c'est surtout la peur d'un envahisseur qui pouvait être barbare, qui pouvait violer les femmes ou couper les mains des enfants. Il me semble pas qu'ils aient fait ça, les Allemands, en 1940. En effet, Belgio, en 1940, les Allemands n'ont pas été aussi violents que ça. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que l'invasion de la Première Guerre mondiale en 1914, ce n'est jamais que 26 ans plus tôt, et que les stigmates de cette invasion qui, elle, a été violente, avec des incendies de villages, des massacres de population, des viols et des démembrements d'enfants, comme ça a été rapporté, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et les vieilles personnes des villages qui avaient connu la Première Guerre mondiale avaient cette peur de l'allemand qui arrivait et qui donc répandait cette rumeur au sein des populations pour les inciter à s'enfuir. C'est une époque où l'information ne se transmettait pas aussi vite que maintenant. Les journaux étaient alarmistes, aucune bonne nouvelle ne se trouvait à l'horizon. La réalité du terrain était surtout dévoilée par les premiers réfugiés et les premiers soldats français ou belges qui battaient en retraite.
Passants, blessés, le moral dans les chaussettes, dans les villes et les villages, sous les regards hagards et apeurés des femmes et des enfants. Oui, et plus les Allemands vont s'enfoncer en Belgique et dans le nord de la France, et plus cette peur va devenir virale, à un tel point que ça va créer de véritables marées humaines qui vont descendre vers le sud de la France, des marées humaines qui seront incontrôlables. Ah bon? Pour quelques milliers de femmes et d'enfants? L'armée ne savait pas gérer ça? Quelques milliers? Mais ça va pas, Belgio? Pour l'exode de 1940, d'un point de vue des chiffres, on estime entre 8 et 10 millions de personnes qui vont se retrouver sur les routes en même temps pour se diriger vers le sud de la France. En rappelant que ça ne s'est pas déroulé sur plusieurs mois, mais sur quelques semaines à peine. Combien? Ben ce n'est pas possible, il n'y avait pas autant d'habitants en Belgique à l'époque. Quel idiot, c'était pas que des Belges. Toi au moins t'as tout compris, Charlotte. Oui, ce chiffre, il est global. Hein. Si on prend le Benelux, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, on estime environ 2 millions de réfugiés qui vont partir en France. Mais dans ce pays, là, on va estimer le nombre de réfugiés à environ 7 à 8 millions, qui soient du nord de la France jusqu'à l'Île-de-France et même le centre de ce pays. C'est quand même un chiffre assez inimaginable. En plus, on s'imagine des gens fuyant sur de belles autoroutes bien larges ou qui marchaient en colonne bien rangée. Mais on parle de panique et de peur là. Le chaos sur les chemins de campagne, et puis à l'époque, nous n'avions pas de belles chaussées comme maintenant. Les chemins empruntés étaient souvent des routes de terre ou de cailloux et pas très larges. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment se déroulaient les départs. Charlotte, qu'est-ce qu'elle dit ta grand-mère dans son livre? Mes parents sont en panique. Ils bougent dans tous les sens. Je veux les aider mais je ne sais pas comment. On doit prendre nos vêtements et des objets de valeur pour les mettre dans le chariot. Malheureusement, je ne peux pas emporter tous mes jouets. Je dois en choisir qu'un seul. Cela m'attriste de laisser les autres poupées dans ma chambre. Mais papa m'annonce qu'on part dans 1 heure et qu'il faut absolument se dépêcher. J'ai peur. Où va-t-on aller? Et ainsi, pour partir en exode, les civils utilisaient différents moyens de locomotion. Voyons un peu ce qui pouvait se passer. Pour partir ainsi en exode, les réfugiés avaient différents moyens de locomotion. Bien entendu, selon le moyen de locomotion, ils prenaient plus ou moins d'affaires avec eux. Donc beaucoup d'entre eux sont partis à pied, donc ils portaient avec eux un petit baluchon ou un petit chariot. D'autres, un peu plus lésés, avaient par exemple un vélo. Le vélo permettait d'avoir de plus grosses affaires. Ensuite, certains avaient des animaux, par exemple des chevaux, qui leur permettaient de prendre beaucoup plus d'affaires. Et je ne parle même pas de ceux qui avaient des chevaux et un chariot. Alors là, ils pouvaient vraiment emporter beaucoup d'affaires avec eux, que ce soit des vêtements, de la nourriture ou des jouets, voire même des meubles. Enfin, les derniers, ceux qui avaient un peu plus d'argent, partaient en voiture, mais vous allez voir que finalement, partir en voiture, vous n'étiez pas forcément mieux loti que si vous étiez à pied. Quel que soit le moyen de locomotion, cette masse de réfugiés partira des Pays-Bas, du Luxembourg puis de Belgique pour se rendre en France. Mais beaucoup iront également se réfugier au Royaume-Uni. Cette masse de personnes va s'agglutiner sur des routes étroites, dans des trains bondés et créer ce gigantesque embouteillage à la frontière française. Cela provoquera la panique, et pour ne pas arranger les choses, ce sont alors les Français du Nord qui prirent leurs jambes à leur cou, congestionnant encore plus le trafic, ralentissant les convois, ainsi que sans fin. Les gens qui fuient font peur à ceux qu'ils rencontrent, qui fuient à leur tour, bouchant de plus en plus les axes routiers. Moi, je ne serais jamais parti. Je me serais défendu contre les Allemands. Ben oui, c'est ça, Belgio. Déjà, je pense que vous serez au front et pas chez vous. Mais voilà, tous les gens ne vont pas forcément partir en exode. Beaucoup vont encore rester dans leur village. Bien entendu, c'est jamais la majorité du village, mais certains vont rester. Ce sera principalement les hommes politiques, donc les bourgmestres en Belgique ou les maires en France, les paysans ou les fermiers qui ne veulent pas quitter leur élevage, les personnes infirmes, les personnes âgées qui ne savent pas forcément se déplacer, et puis bien entendu les amoureux de leur village qui ne veulent pas l'abandonner. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se cacher dans les caves ou dans les forêts, histoire de ne pas tomber entre les mains des Allemands. Mais on verra un peu plus tard qu'il y avait également certains opportunistes. Il faut bien entendu expliquer tous ces problèmes rencontrés par ces réfugiés. Partir ainsi en exode, c'était pas la route des vacances. Déjà, ils dorment pour la majorité à la Belle Étoile, dans le froid des campagnes du nord de la France, serrés les uns contre les autres. Quelques rares chanceux arrivent à trouver une ferme ou une maison abandonnée pour s'abriter. Il y a d'ailleurs eu des cas de rixe entre civils pour un maigre refuge. La peur engendre la colère et l'instinct de survie. Ah oui Charlotte, mais ça, c'est un peu dans le pays des rêves. Parce que dans la réalité, c'est tout autre. En effet, beaucoup de fermiers français vont refuser leur ferme aux réfugiés belges, sous prétexte que les réfugiés belges, c'était les cousins des Allemands, ou pire, que les Belges avaient laissé tout simplement passer les Allemands sans se battre.
Oui, et puis il y a la nourriture. Les gens emportaient ce qu'ils pouvaient consommer rapidement. Ils n'ont pas de frigo ni de congélateur dans leur convoi. Ils ne pouvaient stocker énormément de nourriture avec eux. Il va y avoir très vite un problème de faim sur les routes de l'Exode. Pourtant, il y a de la nourriture dehors. Il y a des fruits, des légumes, et ils peuvent même pêcher. Mais voyons Belgio, vous pensez vraiment que les réfugiés avaient que ça à penser? Quand les convois d'Exode s'arrêtaient, c'était principalement pour dormir, et ils ne restaient jamais une nuit au même endroit. Je rappelle que le but d'un réfugié, c'est quand même d'éviter l'armée allemande, et l'armée allemande, elle arrive vitesse grand V. Donc on n'a pas le temps de commencer à faire des cueillettes ou à faire des stocks de nourriture. Une fois qu'on redémarre, on redémarre. Je rappelle que le but, c'est de s'enfuir pour ne pas tomber entre les mains des Allemands, ce n'est pas s'établir ailleurs et créer une nouvelle vie. Grand-mère Marie-Thérèse l'explique dans son journal. 15 mai. Nous sommes arrivés dans la région de Turcoing. Nous sommes des dizaines de milliers dans la ville. On ne connaît personne. On nous dit qu'il faut aller vers le sud de la France car les Allemands ne sont pas loin. Mais comment? Les trains sont bondés. Va-t-on vraiment devoir y aller à pied? Les réfugiés commencent à s'enfoncer de plus en plus en France. Mais le souci, c'est que l'armée allemande, elle avance très vite. Elle avance beaucoup plus vite que les convois de réfugiés. Ce qui fait que la peur et la tension est de plus en plus pesante dans la tête des femmes et des enfants. En plus de ça, ils voient les convois être dépassés par des militaires français et belges qui battent eux aussi en retraite. Leur peur est immense, autant que la France. Oh bon sang, quelle horreur! Ils faisaient ça les Allemands? J'avais pas vu ces lignes. Quoi? Mais montre-moi. Je crains savoir de quoi tu veux parler. Partir en exode, bien entendu, ce n'est pas très foufou. Je rappelle quand même que partir en exode, ce n'est pas comme si vous partiez en vacances. On a faim, on a froid, on a soif, on est à la merci des maladies qui vont décimer pas mal de ces personnes, on est à la merci des bandits également qui attaquent les convois d'exode, on dort à la belle étoile dans le froid, on a peur de se perdre en France ou de perdre un membre de sa famille. Cependant, il y avait un danger qui était beaucoup plus important, et ce danger, il provenait du ciel. Soudain, alors que nous marchons sur le chemin, au beau milieu des champs de blé, nous entendons un hurlement. Cette sirène de la mort. Des oiseaux, au loin, se transforment en avions qui foncent dans notre direction. Les hurlements de mes parents et des autres me terrifient. On se bouscule, des gens tombent au sol alors qu'une succession de petits coups violents frappe le sol. Je ne bouge pas, je suis pétrifiée. Puis, ma maman me tire par le bras pour me coucher. La sirène me fait mal aux oreilles alors qu'une première explosion souffle une partie de notre chariot. Une deuxième souffle un air chaud à mon visage. Une troisième est suivie de hurlements de douleur. Une quatrième envoie des affaires voler en éclats. Quand je me relève, le blé jaune est teinté de rouge. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mes grands-papas ne se relèvent pas alors que j'entends des gens pleurer et crier au loin. Ce qui est dramatique, c'est que ces convois d'exode, qui sont composés, je le rappelle, de femmes, d'enfants et de vieillards, sont la cible de la Luftwaffe avec leur célèbre avion, le Junker 87, alias le Stuka. Ce qu'on pourrait appeler un crime de guerre est en fait une stratégie précise adoptée par les Allemands. On pourrait légitimement se demander quel est l'intérêt des aviateurs de la Luftwaffe à utiliser des bombes contre les civils. Mais vous allez voir qu'il y avait une triste raison à cela. Il y en avait même deux. Un intérêt militaire et un intérêt psychologique. L'intérêt militaire était simple. Les Allemands savaient que cet exode provoquait de gigantesques embouteillages sur les chemins et les routes. Une congestion du réseau routier qui jouait en la défaveur de l'armée française. Et oui, les troupes d'infanterie françaises qui doivent aller se battre contre les Allemands en Belgique sont ralenties par les civils. Que ce soit sur les routes ou dans les trains, il est difficile pour l'armée de circuler. Ils doivent soit passer au travers de cet exode, soit le gérer, ce qui prend du temps et des ressources humaines. De plus, ils devaient empêcher certains civils de revenir en arrière pour leur sécurité, et même repérer des espions qui se cacheraient dans ces colonnes, la fameuse 5e colonne. Donc, bombarder les colonnes de réfugiés, cela augmente les perturbations dans le trafic routier et ralentit encore plus l'armée française, que ce soit dans son repli ou dans ses mouvements offensifs. Ensuite, il y a l'intérêt psychologique, c'est la peur. Effrayer les civils, leur faire perdre tout espoir, prouver la supériorité allemande afin de réduire toute volonté de résistance. Un peuple qui baisse les bras est une nation qui abandonne. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à partir du 20 mai 1940, à la suite de la percée de Sedan, les Allemands vont couper la route d'exode des réfugiés qui partent vers le sud de la France. Ceci va donc bloquer les routes, créer d'immenses embouteillages.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que beaucoup de ces réfugiés vont tout simplement baisser les bras, vont faire demi-tour pour rentrer chez eux, ce qui va encore plus encombrer les routes, ce qui va augmenter le nombre de victimes, que ce soit lors des attaques de Stuka ou tout simplement par l'armée allemande qui tirait des fois sur les civils qui rentraient chez eux, les prenant pour des soldats. Il faut comprendre que ces réfugiés parcourront pour beaucoup des centaines, voire des milliers de kilomètres, alternant entre les routes à pied ou en bus ou en train. On retrouvera des réfugiés belges, hollandais, luxembourgeois ou du nord de la France jusqu'à la Côte d'Azur, dans le sud-ouest de la France et même en Bretagne. De véritables chemins de croix qui provoqueront la mort de 100 000 civils au moins. Les chiffres précis ne sont pas connus d'ailleurs. Sans parler des enfants qui perdront leur famille en chemin. On en dénombre à peu près 90 000. 90 ? Mais vous êtes française ? Belgio, vous m'avez menti. C'est pas votre sœur, elle est française. Non, je vous explique. Nous sommes jumeaux, mais mon père est belge et ma mère française. Et c'est moi qui ai hérité du parler belge, alors que Charlotte a toujours été la française de la famille. D'accord. Ces familles qui sont en exode, ils vivent véritablement l'enfer. La faim, la peur, les maladies, les bombes créent un véritable sentiment de tension et de peur dans la tête de tous ces réfugiés. Cependant, début juin 1940, ils reçoivent l'autorisation de pouvoir rentrer chez eux, principalement les Français du Nord ainsi que les habitants du Benelux. Cependant, sur leur chemin de retour, ils croisent l'horreur de la guerre. Ils voient un peu partout des cadavres d'animaux ou d'hommes, ils voient les dégâts causés dans les villages et les villes à cause des bombes et des combats. Bref, ils ont un long et pénible chemin dans l'enfer de la guerre d'un pays qui est en train de se battre. Quand la France capitulera le 22 juin, un plan de rapatriement pour tous ces réfugiés sera mis en place par Vichy afin d'aider les civils à retrouver leur village. Mais dans ce décor de destruction, de voies ferrées hors service et de routes creusées de bombes, ça n'a pas été facile. Et en plus de ça, à partir du 20 juillet 1940, une zone dite interdite, comprenant la frontière belge jusqu'en Suisse et les zones côtières, empêchera énormément de familles de la région de rentrer chez elles. Ces zones étant destinées à un repeuplement allemand, surtout à l'est de la France, mais également des positions stratégiques militaires. Cependant, les réfugiés belges, hollandais ou luxembourgeois, avec la présentation d'un papier d'identité, pouvaient passer par ces zones interdites pour rentrer chez eux. Imaginez alors la réaction des paysans français qui ne pouvaient passer les contrôles allemands, mais qui voyaient leurs voisins traverser ces zones pour retrouver leur foyer. Cependant, tous ne reviendront pas directement chez eux. Beaucoup de Français du Nord et de Belges vont ainsi se retrouver en zone libre en France, où ils vont s'intégrer dans des villages, où ils vont tout simplement commencer à y travailler, alors que les enfants iront à l'école là-bas. Il faudra attendre le 11 novembre 1942, quand les Allemands vont envahir tout le reste de la France pour contrer l'opération Torche, donc l'invasion et la libération des Américains et des Britanniques de l'Afrique du Nord, pour qu'il y ait une deuxième vague de retour de réfugiés chez eux, en Belgique ou dans le nord de la France. Cependant, je ne parle pas des réfugiés qui se sont retrouvés au Royaume-Uni et qui, eux, ne reviendront qu'après la guerre. Quelle histoire! J'ignorais que mamie avait vécu tout ça. Le 24 juillet 1940, après avoir été accueillis dans un petit village sur la Loire, des gens charmants qui nous ont nourris et occupés alors qu'en contrepartie nous leur donnions des coups de main à la ferme, nous avons repris la route pour la Belgique. La guerre a fait de terribles dégâts. Sur la route, il y a encore des cadavres d'animaux qui traînent un peu partout. J'ai toujours le cœur triste quand je vois de beaux chevaux éventrés et gisant dans les fossés. Enfin, j'espère que ce sont des animaux. Je suis également triste en pensant que papy ne sera pas enterré dans mon village natal. Les soldats allemands que nous croisons demandent toujours les papiers de maman et papa. Mais on avance, on a franchi les barrages et les barbelés. Notre retour en Belgique est pour bientôt. J'espère que je retrouverai mes jouets. J'ai perdu ma poupée quand un avion a bombardé un pont non loin de nous. Ah, le retour chez soi. Le rêve pour beaucoup de ces réfugiés qui étaient partis en mai 1940, eux qui reviendront chez eux minimum 3 à 4 mois plus tard. Imaginez-vous ces pauvres gens qui ont marché des centaines et des centaines de kilomètres dans la guerre, les bombes, la peur, la famine, la maladie. Imaginez-vous ce rêve, cette lueur d'espoir de se dire « Je vais enfin retrouver mon village, mes amis, mes habitudes, ma maison, mes animaux. » Mais vous allez voir que revenir d'Exode, ce n'était pas aussi simple que ça. Pas facile de rentrer chez soi? Bien entendu qu'il devait être heureux. Retrouver son foyer, son lit, son travail. C'est quand même mieux que de dormir dans le froid et la faim, non? Ça m'étonne pas que l'adjudante maltraite autant. Tu le laisses même pas terminer son introduction de la 3e et dernière partie. Merci Charlotte. Rentrer chez soi, retrouver son village, ce n'était pas toujours une sinécure. En effet, vous reveniez dans un village qui venait de connaître une invasion d'une armée très puissante.
un village qui venait de connaître la guerre. Et ainsi, vous pouviez rencontrer différents cas de figure en rentrant dans votre village. Vous revenez après 3 mois d'exode. Vous êtes sûrement fatigué, vous avez le moral dans les chaussettes, vous avez faim, vous avez vu la mort sur le chemin et la désolation de la guerre, et votre seul espoir est de retrouver enfin votre village et votre foyer. Eh bien, ce n'était pas forcément aussi joyeux que ça, car le premier cas de figure, c'est simplement qu'en rentrant dans votre village, vous ne retrouviez pas votre maison. L'invasion a mené son lot de combats et de destruction, et pas uniquement sur les champs de bataille éloignés. Des bombes ont plu sur des milliers de villages, semant le chaos total. Et votre maison n'a pas été épargnée. Alors que vous pensiez rentrer au chaud chez vous, vous ne retrouviez que des ruines, et il faut tout rebâtir. Vous vous en doutez certainement, mais une bombe, ça ne laisse aucune chance à sa cible. Les Stuka, les avions qui bombardaient les villages, lâchaient des bombes entre 50 à 250 kg. Inutile de dire que quand ça tombait sur une maison, ça la pulvérisait. Une maison, je le rappelle, c'est quand même le symbole de toute une vie, souvent des maisons construites et qui se passaient de famille en famille. Mais bon, on va dire que vous avez eu de la chance, vous rentrez dans votre village, vous rencontrez votre maison et vous voyez qu'elle est intacte, du moins dans un état relatif. Elle est encore debout en somme. Vous voyez votre maison, bon elle est détruite mais elle est encore vivable, vous entrez à l'intérieur pensant vite reprendre une vie normale, un nouveau départ dans cette vie d'occupation, mais là alors c'est la stupéfaction. Vous y voyez une famille regroupée dans la cuisine en train de manger. Ces gens habitent chez vous. Il n'était pas rare, surtout dans les villages, que des civils pas partis en exode s'approprient les maisons abandonnées par leurs occupants. Ceux-ci pensent rarement à emporter les papiers de propriété. Vous pouviez également y voir des réfugiés fatigués qui s'y étaient réfugiés. Dans tous les cas, c'était pas évident de reprendre les lieux. On va dire que vous avez encore eu de la chance, vous rentrez dans votre maison et là il n'y a personne à l'intérieur. Vous pouvez enfin vous installer. C'est alors que survient le choc. Votre demeure est complètement vide. Le pillage par les Allemands a fait des ravages. Alors que la porte barricadée a volé en éclats ainsi que les vitres, surtout à cause des bombes, il ne vous reste plus rien. Ni vêtements, ni matelas, ni couverture. Le garde-manger a été dévalisé, ainsi que les objets précieux, les jouets, jusqu'à la vaisselle. Vous n'avez plus rien. Tu parles des Allemands, mais il n'y avait pas qu'eux. Il a été rapporté le pillage de soldats français, belges et même de villageois ayant profité du départ des propriétaires pour venir faire des razzias en toute impunité. Il n'était pas rare que les personnes revenues d'Exode découvrent des objets leur appartenant chez des voisins. Une fois que vous êtes installé, tout va bien, eh bien vous allez aller dans le village afin de prendre des nouvelles pour savoir ce que sont devenus vos amis, les membres de votre famille, est-ce qu'ils sont partis en exode, est-ce qu'ils sont blessés ou est-ce qu'ils sont morts. Vous tenez absolument à avoir de leurs nouvelles. Premièrement et logiquement, vous allez voir dans votre famille. Ensuite, vous allez chez vos amis et vos connaissances afin de prendre de leurs nouvelles. Qui est parti, qui est revenu, qui est blessé et qui est mort. Sur la route d'Exode, il était rare de pouvoir communiquer avec ses proches. Vous étiez dans l'inconnu quant à leur sort. En moyenne, bien entendu relative, on parle de 80% des villages qui se sont vidés de leurs habitants. Par exemple, 2/3 de la population de Paris intramuros est partie en exode. Et il n'y a pas que les hommes dont vous prenez les nouvelles. Vous allez également à la recherche de vos animaux. Ben oui, en partant dans la précipitation, vous n'avez pas forcément pensé à vos chiens et à vos chats. Et si vous étiez fermier, il y a aussi vos vaches, vos moutons, vos chevaux, votre fonds de commerce, ce qui vous permet de gagner de l'argent. Il faut pas se faire d'illusions. Les chevaux étaient presque systématiquement réquisitionnés par l'armée française ou allemande. Même si l'armée est bien motorisée, on utilise encore beaucoup de chevaux pour tirer les chariots ou les canons. Il pouvait y avoir des dédommagements. Bien entendu, ce n'était jamais à la hauteur de la perte. Mais quand vous étiez en exode, laissant vos chevaux dans les pâtures, il était impossible d'être payé. On ne parle même pas des vaches et des cochons qui serviront à nourrir l'envahisseur. Des fermiers se sont retrouvés ruinés à cause de ça. Mais il y avait des civils qui prenaient leurs vaches et leurs chevaux avec eux, non? J'ai déjà vu des photos. Alors oui, en effet, ils prenaient une vache pour le lait, des cochons pour se nourrir. Les chevaux servaient à transporter les affaires ou tirer les chariots. Mais ils ne prenaient jamais l'entièreté de l'élevage. Cela aurait apporté beaucoup plus de problèmes que de solutions. Quand les gens partaient, ils prenaient le maximum qu'ils pouvaient. Et pour ce qui est des animaux, c'est un peu différent. Parce que là, les animaux, il faut les nourrir, il faut leur donner à boire, il faut savoir les placer. Et quand vous partez comme ça en exode, vous n'avez pas toute la place que vous voulez. Voilà, vous avez pris les nouvelles dans le village, les nouvelles qui sont rassurantes,
Mais bon voilà, vous avez maintenant un village totalement différent sous les yeux. C'est un village qui vient de connaître l'horreur de la guerre. Car la guerre n'apporte jamais rien de bon. Et bien entendu, ne comptez pas sur les Allemands pour nettoyer derrière eux. Les maisons sont remplies de poussière qui ont pénétré les bâtiments par les fenêtres soufflées par les explosions. Une poussière lourde et tenace qui s'est infiltrée partout. La pluie a également fait des ravages dans les habitations. Votre village a été meurtri par les bombes. Il y a des gravats partout, des impacts de balles dans les murs, des trous dans la chaussée, des vitres en éclats, des véhicules détruits sur le bord des routes. Des gens ne reconnaissent même pas leur village, tant les destructions étaient importantes. Votre charmante petite bourgade revêt un manteau de désolation. Enfin, il y a aussi la vision de la mort. Des carcasses d'animaux gisant sur les chemins, les mouches ayant déjà pris possession des lieux. Car il y a un facteur qu'on oublie souvent, c'est l'odeur. La puanteur de la mort pouvait régner dans les villes et villages abandonnés. Des corps en décomposition pouvaient se trouver dans votre maison ou dans votre jardin. C'est tenace, cette odeur. Et je ne parle pas de l'impact émotionnel que cela peut procurer aux enfants. Vous déblayez des pierres issues d'une cheminée qui s'est écroulée, et vous tombez alors sur un visage pourri par la mort et la chaleur. Car oui, si vous reveniez à partir de juillet, l'été s'est installé. Eh bien, malgré tout ce que vous venez de subir, il faut bien vivre maintenant. Mais vous ne vivrez plus dans un pays libre comme avant. Nous sommes maintenant sous occupation allemande, et la vie est rigoureusement différente. Vous vivez dans un pays sous occupation, des lois ont changé, c'est beaucoup plus strict, et vous êtes toujours sans nouvelles de vos amis qui sont partis en exode. Donc vous allez devoir refaire votre vie dans un pays occupé, dans un pays sous la menace constante de la Gestapo et de l'armée allemande, tout en reconstruisant votre vie, c'est-à-dire racheter du mobilier, racheter de quoi vous habiller, étant donné que votre maison, malgré le fait qu'elle soit debout, eh bien, a été totalement pillée. C'est le début d'une nouvelle vie pour vous. Ma grand-mère a écrit tout un cahier sur sa vie durant l'occupation. Oh non, tu as assez embêté l'adjudant comme ça. On en parlera une prochaine fois. Viens, j'ai faim, on n'a pas encore soupé à cause de ton obsession. Désolé Charlotte, mais là je commence à être fatigué, et si je commence à expliquer l'occupation, ça risque d'être long. Mais ne vous inquiétez pas, je prévois un épisode spécial pour expliquer la vie des civils durant l'occupation allemande de 1940 à la libération de 1944. Oh, je comprends. Merci en tout cas. J'espère qu'on a rendu hommage à mes grands-parents en racontant l'horreur de leur fuite. Épisode sous-médiatisé de la Seconde Guerre mondiale, l'exode de 1940 aura marqué les esprits. Et elle aura surtout marqué les esprits des enfants. Les enfants qui ne comprenaient déjà pas ce que c'était que la guerre, qui devaient fuir et marcher des centaines et des centaines de kilomètres dans la pluie des bombes, dans la faim, dans la maladie, et ont été véritablement marqués par ce terrible événement qui s'est déroulé en mai 1940. Sans oublier que ces histoires de réfugiés, bien entendu, c'est encore d'actualité. Là où il y a la guerre, il y aura des réfugiés. En n'oubliant jamais qu'il y a 80 ans, les réfugiés, c'était nous. On arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, Charlotte, je te remercie beaucoup pour ton aide et pour le livre de ta grand-mère. Belgio, bon allez, merci aussi. Merci à vous, mon adjudant, de m'avoir laissé autant la parole pour parler de ce sujet délicat. J'espère que vous referez appel à moi sur de prochaines vidéos. Mais ne passez pas par Belgio pour m'inviter. Tenez, voici mon numéro perso. Ton numéro de téléphone? Pourquoi tu veux qu'il te téléphone? Tu es tellement démodée, Charlotte. Alors qu'il y a Facebook ou Twitter, voire Instagram. Avec plaisir, Charlotte. Il manquait justement une petite touche féminine sur la chaîne. Sergent Belgio, je vous donne l'ordre de prendre soin de votre sœur, c'est compris? Quelque chose de nouveau. Me voilà le larbin de Charlotte maintenant. Merci à tous pour avoir regardé le 5e épisode du premier chapitre du Livre Rouge. Je vous rappelle que ce dernier épisode, c'est le dernier épisode de ce chapitre. Bientôt, nous allons commencer le chapitre 2 qui sera centré sur la bataille de France. Donc, on va quitter un tout petit peu la Belgique. Alors, par rapport à mes remerciements, je remercie bien entendu Baptiste de la chaîne Parlons Histoire qui a fait une petite intervention pour expliquer ce que c'était que le terme exode. Merci à lui. Et je tiens à remercier du fond du cœur Morgane de la chaîne Morgane of Glencoe. C'est elle qui a doublé la voix de Charlotte. C'est bien, je suis très content, j'ai réussi à trouver une interprète féminine parce que bon, faire les voix féminines, moi là, je suis un peu nul là-dedans. Donc Morgane, c'est une bretonne française, mais bon, elle a tenu à bien insister qu'elle c'est une bretonne. Elle possède une chaîne YouTube vraiment très intéressante où elle explique comment raconter une histoire, où elle fait des lectures, où elle joue de la harpe, elle fait même des live Twitch. En tout cas,
Je vous invite à vous abonner à sa chaîne, également à la chaîne de Baptiste de Parlons Histoire, hein, histoire de les faire grandir, même si Baptiste a déjà une chaîne qui a bien réussi ce YouTube Game. Alors par rapport à l'exode de 1940, je ne voulais pas non plus vous quitter sans vous parler d'un musée magnifique qui se trouve dans la ville de Falaise. C'est donc le musée de la vie civile durant l'occupation. Si vous allez à Falaise en Normandie un jour, allez visiter ce musée, en tout cas il est véritablement magnifique. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement jusqu'à la fin de l'année, il en restera 2, dont 2 nouveaux formats de vidéos, une assez courte et une qui va parler de cinéma. Donc je vais me lancer un peu dans la critique de films de guerre pour cette fin d'année. On se retrouvera donc pour le chapitre 2 en 2020 où je vais entamer la campagne de France. Donc nous allons continuer notre petit bout de chemin. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Nous sommes arrivés à 550 abonnés aujourd'hui. La chaîne grandit doucement mais sûrement alors que j'ai dépassé le cap des 10 000 vues au total, ce qui est déjà un beau petit cap. Chers viewers, rompez! Et surtout, n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Allez, salut à tous, à une prochaine fois!